On accueille nos deux invités. D'abord, M. Gosselin. Bonjour. Luc Gosselin, vous avez travaillé en gestion principalement dans le domaine de la philanthropie et de la culture pendant presque 40 ans. Dans ce coin-là, oui. Ah oui. Et vous consacrez, depuis votre retraite ou depuis récemment, une bonne partie de votre temps à la promotion du revenu de base au Québec? Depuis ma retraite, j'ai décidé de me consacrer à faire connaître le revenu de base. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps avant. Oui. Mais je n'y avais jamais travaillé bénévolement. Là. Puis c'est ça, j'ai décidé de put my time where my mouth is. OK, mettre votre temps où votre bouche est. Et un petit peu d'argent aussi. Maison. Et on accueille également M. Marcel Artaud. Oui, Marcel. Oui, Marcel. Bonjour, Marcel. Bonjour. Plus de 30 années d'expérience en entrepreneuriat collectif, coopératif et d'entreprise d'économie sociale, puis aussi auteur de quelques ouvrages qui notamment abordent un peu le thème qu'on va discuter aujourd'hui, mais de la participation sociale, puis le développement aussi de la capacité des gens d'agir dans leur milieu, dans leur collectivité. C'est ça, voilà. Bon. Ben, bonjour Marcel. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. On va débuter d'abord parce qu'on veut en apprendre. Hein. Nous, on s'est qualifié la jeunesse. Hein. On n'est plus jeune, David, là, mais on l'est encore un peu. Hein. C'est nouveau. Puis on a mentionné que vous étiez la sagesse. Pensez-vous que vous êtes des sages? Oh mon Dieu. Je crois qu'on ne le devient jamais vraiment bien sage. C'est parce que c'est toujours en avant, plus ou moins. C'est toujours plus un peu. C'est toujours une chose à faire. Parce que si on croit qu'on est arrivé à une certaine sagesse, moi j'ai le sentiment c'est parce qu'on n'y est pas. Ah, OK. Parce que croire qu'on est sage, c'est indiquer qu'on ne l'est pas tellement, selon moi. Alors donc, il faut faire attention avec ça. De toute façon, c'est pas en cherchant la sagesse qu'on fait des choses. Il faut chercher à faire que des choses précises se produisent, se réalisent. C'est pas chercher la sagesse qui est C'est l'expérience quand même. On aime apprendre des gens qui... Ce que j'aime, moi, ce que je dis que je fais depuis longtemps, que j'ai lu dans L'Espoir de Malraux, un roman de Malraux, c'est que j'essaie de transformer en conscience une expérience aussi vaste que possible. J'aime bien cette phrase-là de Malraux. Et alors, pas trouver la sagesse, mais être plus conscient de ce qui se passe, de ce qui m'arrive et tout ça. Là. Donc, c'est la conscience qui est la chose la plus importante. C'est pas tellement la sagesse pour moi. J'abonde dans ce sens-là. Socrate disait que la sagesse, c'est chercher la vérité. Ouais. Et la vérité, souvent, c'est décapant. Et surprenant. Souvent, on pense l'avoir, la vérité, mais c'est pas ça, c'est pas le cas du tout. Est-ce qu'on est sage? Moi, je continue de chercher la vérité, en tout cas, donc, puis je ne l'ai pas complètement trouvé encore. Puis l'implication sociale, on dirait que ça fait partie de votre parcours. Est-ce que vous diriez oui? Ben, moi, de façon inconsciente, plus ou moins, là, parce que comme j'ai travaillé dans des domaines en culture, en philanthropie, des domaines où, il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup... Puis on s'occupe pas de ça, là. Je me suis jamais occupé, par exemple, du salaire que je gagnais et tout ça. La première fois que j'ai dû négocier un salaire, j'étais extrêmement mal pris. Parce que je l'avais jamais fait. Je ne demandais pas combien on me paierait pour faire un emploi quelconque. Là. Et puis, je voyais qu'on me payait. Qu'est-ce qui te motivait à c'était le sujet même. C'est le sujet même. C'est ça là, qui m'intéressait. Alors donc, ça suffisait pour moi, tout simplement, là, tout bêtement. Là. Et assez inconscient, tout ça. Là. Je me rendais pas compte de ça. C'était pas important. Alors donc, j'étais une bonne pâte pour le bénévolat. Toi, Marcel, t'étais-tu une bonne pâte pour le milieu coopératif? Pas au début, parce que c'est pas... Moi, écoute, vous allez rire, vous avez le droit de rire.
Au fond, moi, j'ai commencé mon engagement social, je devais avoir 14 ans. 12 ou 14 ans, moi je suis de Sainte-Foy, la vieille paroisse de Sainte-Foy. Alors à Notre-Dame-de-Foy, il y avait un vicaire qui était très bon avec les jeunes et finalement, je suis rentré dans les enfants de cœur. On est dans les années 60, début 60, Wow. Dans les fins 50, début 60, dans les enfants de cœur. Et là, de fil en aiguille, avec d'autres jeunes de mon âge et puis un autre un petit peu plus vieux, on a créé ce que j'appelle aujourd'hui, moi, une maison de jeunes, mais sans savoir que c'était une maison de jeunes. On a rénové un immense local, une bâtisse de 2 étages. On organisait des activités pour 60 jeunes de 8 ans à notre âge, 15-16 ans. On organisait des soirées de financement, genre des soirées de cartes. Et une fois, j'étais au cégep à 16-17 ans, puis mes amis viennent me trouver, puis ils disent « Marcel, la police te cherche. » Je dis « La police me cherche. » C'était la SQ, en plus, qui me cherchait. Oh. Puis de fait, c'était vrai, parce qu'il y avait eu une plainte, parce que j'avais organisé une soirée de financement, mais illégale. C'était illégal à ce moment-là. Hein? Oh. L'Auto-Québec n'existait pas. Là. Alors, tout ça était illégal. Je ne savais pas. Jeu de poker ou quelque chose? Non, ça jouait aux cartes. Ça s'appelait des pokers, mais ça jouait aux cartes. Et puis, il y avait des prix. Prix à gagner. Puis les gens payaient pour venir jouer, tu sais. Alors, et finalement... Les jeux à l'argent, là. Oui, c'est ça. Et finalement, vois-tu, ça, je faisais de l'action sociale sans le savoir, de façon inconsciente, moi aussi. Et ça a été... Plus tard, ça m'a conduit à m'impliquer quand j'étais enseignant. Les jeunes, encore, m'ont ouvert la porte pour les accompagner dans ce qu'ils appelaient une cellule de jeunesse étudiante chrétienne, la JEC. Puis il y avait la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Alors moi, comme prof, je les ai accompagnés. Et là, eux, elles, c'était des filles, m'ont carrément ouvert la porte là, à la conscience sociale, au combat pour la justice. Wow. Et ça a été une découverte pour moi. Et là, je suis devenu, c'est là que ça a commencé, comme mon engagement professionnel. Là, je suis devenu permanent pour le mouvement. Et j'en revenais pas. J'étais payé pour faire ce que j'aurais fait bénévolement, ce que je faisais bénévolement. C'est ça qu'on dit, hein, si on trouve un emploi quand même, un travail, on n'a jamais à travailler une journée de sa vie. Ouais. C'est juste un plaisir. Puis c'est sûr qu'il y a quelque chose comme un rêve là-dedans de pouvoir donner une bonne partie de son temps, de sa vie, dans le fond, à faire quelque chose qui fait du plaisir personnellement, mais qui fait du bien à la collectivité, à la communauté. Ouais. Et, ouais. Moi, j'ai pas été aussi actif que Marcel, là, de cette façon-là, d'aucune façon. Mais je me suis dit rapidement, quand j'avais 15-16 ans dans ce coin-là, il n'y a pas de salaire pour l'ennui. Et puis, donc, pour moi, ça dirigeait ma vie, en quelque sorte. Je me suis jamais ennuyé à travailler, au travail. Alors, donc, parce qu'il n'était pas question qu'il en soit autrement pour moi, tout simplement. C'était impulsif. Comment, Marcel, tu parlais, les élèves que tu avais t'ont inspiré, en quelque sorte, vers cette voie-là? Veux-tu nous en parler plus? Comment? Ben, c'était des étudiantes de secondaire 5 dans un collège privé, ici à Québec. Et je dirais, elles souffraient, entre guillemets, de situations qu'elles trouvaient injustes pour elles, comparativement aux gars qui étaient dans des collèges privés de gars qui avaient plus de privilèges, qui avaient plus de liberté, etc. Bien sûr. Là, ces filles-là s'engageaient pour changer leur école. Pour, ne serait-ce, par exemple, avoir un local étudiant. Il n'y avait pas de local étudiant pour ces étudiantes-là. Donc, nous, à ce moment-là, ces filles-là m'ont amené donc vers je dirais, la théorie du changement social, qui est la base de l'action catholique. Là. C'est pas des mots qu'on utilise aujourd'hui, mais qui est le voir, juger, agir, qui est une stratégie de révolution. Tu prends un carnet, tu notes les faits qui te choquent dans l'école. Là, après ça, on se regroupe en cellules, et là, on analyse qu'est-ce qui est la cause de ces problèmes-là.
Et après, on fait vu que c'est chrétien, c'était chrétien, là, il y avait une réflexion à partir du christianisme. Et après, quelle action on mène pour changer le problème? Alors, et ça, se mettre en action, c'est se mettre en danger. Alors moi, j'ai été congédié au bout de 2 ans. Par qui? Congédié? Par l'école, par les religieuses. Par les religieuses. OK, mais ça c'est intéressant. Vous dites que c'était dans l'esprit... je m'excuse, je connais très peu la religion, l'Église. Ça fait pas partie de mon vécu personnel. Mais comment est-ce que vous avez expliqué ça, que dans le catholicisme, il y avait une recherche à résoudre des problèmes, à trouver le mal, trouver des actions pour résoudre ces questions? Oui, bien l'action catholique, c'est la faction gauche, la gauche dans l'Église catholique. Alors, c'est par exemple Radio Basseville a été mis sur pied à l'époque, là, quand j'ai milité, moi, comme cofondateur de Radio Basseville, le CKIA. Hein, moi, je restais encore avec le vieux mot Radio Basseville. Et il y avait... on était au 435 du Roi. Le local était un édifice qui était rempli d'organismes sociaux. Ça l'est encore. Et à côté... Un peu plus loin, c'était la centrale des mouvements d'action catholique. Alors, les deux bâtisses communiquaient ensemble, là, les militants se parlaient, et la gauche, elle, catholique, était très impliquée pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement... Alors, mais la base, c'est lutter pour la justice. C'est tout le temps, le fil conducteur, c'est corriger les injustices. Il y a 2 façons de le faire. Il y a soit aider, par exemple, les itinérants aujourd'hui, là, on peut les aider en leur trouvant, en leur fournissant, comme l'Aube-Rivière, un endroit pour dormir, un endroit pour manger, ou on peut aussi s'engager pour se demander pourquoi y a-t-il des itinérants à ce point-là, des pauvres à ce point-là, et que faut-il changer dans la société pour qu'il n'y ait plus d'itinérants, pas qu'il n'y ait plus d'itinérants dans notre quartier, qu'on les pousse ailleurs, mais qu'il n'y ait plus ce système social qui crée de la pauvreté extrême. Et moi, j'étais plus, avec l'Action catholique, dans la solution aux causes. Vraiment intéressant. Je suis juste curieux de pousser plus loin. Donc, vous avez été mis à la porte par... C'est quoi le droit de l'Église catholique? Non, qui gère les écoles? Non, c'était un collège privé qui appartenait à des religieuses. Et la communauté religieuse... lors de ma première année, il y a eu une élection. La supérieure était en élection, élue par les religieuses, et elle a fait sa campagne électorale sur le thème « Ça va mal à l'école secondaire ». Leur école secondaire, il se passe des choses qui ne sont pas catholiques, et moi, je vais mettre de l'ordre. Alors, les religieuses l'ont engagé, et on était 5 professeurs qui ont été congédiés 1 an après, dont le prof de latin, qui est un jésuite, dont la prof d'éducation physique, qui était quelqu'un qui ne cachait pas son côté lesbienne, et dont moi, qui militait pour changer les choses dans l'école. Alors, tu sais, c'est... C'est extraordinaire, ça. Je vous envie un peu, Marcel, d'avoir connu ce type d'expérience-là. Parce que moi, je suis arrivé j'ai fait une chose, par exemple, complètement bizarre pour quelqu'un qui est pas du tout dans ce type de mouvement. J'avais acheté un immeuble de 8 logements dans Saint-Jean-Baptiste. Il prêtait de l'argent à tout le monde dans ce temps-là, à n'importe qui, à 18 %. Et puis, donc, après 1 an ou 2, on a décidé de partir justement en Afrique. Et puis, on a décidé de demander à nos locataires s'ils voulaient acheter l'immeuble. Il n'y avait personne qui était intéressé. On a décidé de fonder une coopérative pour sortir l'immeuble du marché. Bravo. Alors donc, ça, encore une fois, complètement instinctif, là, pas avec un raisonnement social du type que tu décris, là, Marcel. Et puis, mais après coup, quelqu'un à qui je racontais ça à un moment donné, vous êtes bien généreux. Généreux? Ça fait absolument pas un mot que je mettais là-dessus. Moi,
c'était pas par générosité qu'on avait fait ça, là, mon ex-conjointe et moi. On était là-dedans, tout simplement. Là. Sortir un immeuble du marché, c'était une chose à faire. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vois-tu, Luc, moi, présentement, là, en 2025, je profite de cette action-là qui a été réalisée par des citoyens il y a 40 ans dans le complexe des Sœurs du Bon-Pasteur, à côté de l'édifice G. Et on a alors des citoyens, le gouvernement voulait démolir tout ça et construire le ministère de la Justice, si ma mémoire est bonne. et là, les citoyens de Saint-Jean-Baptiste se sont levés et ont milité pour sauver tout le complexe des Sœurs du Bon-Pasteur, qui avait été exproprié d'ailleurs déjà. C'était Robert Bourassa qui était premier ministre. Et ils occupaient les locaux jour et nuit pour s'assurer que si jamais le bulldozer arrivait, là, l'alarme sonnerait. Là. Et ça a été Jean-Paul Lallier, qui était à cette époque-là ministre, qui était maire de Québec, mais avant ça, il était ministre de la Culture, qui, lui, a classé la chapelle et une bonne partie du complexe comme étant du patrimoine. Et là, ça a sauvé l'immeuble. Et aujourd'hui, moi, je vis là. Je paie un loyer qui est juste, mais qui est loin d'être spéculatif parce qu'il y a 40 ans, des gens ont sorti cet immeuble-là du marché spéculatif. Moi, j'étais membre de la garderie coopérative qui a squatté une partie de l'immeuble. Ben oui. Vois-tu? Absolument. Absolument. Puis comment on choisit ces luttes? Hein? Parce qu'il y a tellement de causes qu'on pourrait embrasser. Puis même quand on choisit un emploi, Luc, il y a tellement d'emplois. Là, le marché, on pourrait tout faire. Comment on est appelé vers une action ou une mission? Mon Dieu, ben, pour ce qui me concerne, c'est beaucoup de choses complètement accidentelles, en quelque sorte. On passe d'une chose à l'autre. Comme ça. Là. Moi, normalement, j'aurais été professeur au cégep. Je l'ai été 2 ans. Et puis, mais donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Louisiane pendant 1 an. Je pouvais reprendre mon emploi au cégep après 2 ans de congé sans solde. Et j'étais permanent si je revenais. Mais je ne suis pas revenu parce que j'ai décidé de faire autre chose. Puis, et puis, quand je suis revenu à Québec, le hasard a fait qu'on cherchait quelqu'un qui prenne les relations publiques du Trident, puis je connaissais les gens, Alors donc, on m'a engagé. Puis c'est tout simplement comme ça. Là. Puis donc, je suis passé d'une chose à l'autre comme ça. Un peu par des occasions, des choses. Une chose que j'aime bien mentionner, c'est que nous, les baby boomers, on était extrêmement chanceux. Extrêmement chanceux parce qu'on pouvait passer d'un emploi à l'autre assez facilement comme ça. C'était très ouvert. Alors donc, on faisait ça tout naturellement. Et puis, je ne savais pas ça. Je l'ai vécu, tout simplement. Je l'ai fait inconsciemment, tout ça. Et puis, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle The Quiet Revolution d'un États-Unien. Et où il disait que donc les baby boomers ont eu la chose facile parce qu'ils étaient dans la sécurité, qu'ils étaient sécures. On pouvait passer d'un emploi à l'autre. Ben, beaucoup de personnes de mon âge, de notre âge, Martial, ont eu des postes permanents toute leur vie. Là. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais c'est pas grave. Là. Je passais d'une chose à l'autre facilement. Et puis donc, je me souviens, par exemple, ce livre-là, la mention de ce livre-là m'a fait penser que quand on discutait de sécurité dans les années 60-70, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas insécure, puis je ne savais pas pourquoi, vraiment. Et puis, je me faisais le jeu de mots français, anglais et latin. J'étais insécurité. Inconsciemment. On ne savait pas qu'on était chanceux comme ça. Hein? Marcel, tu vas d'accord avec moi, je pense. En partie. Oui, je suis d'accord avec toi. La sécurité, moi, je l'ai laissé tomber, la sécurité, quand j'ai quitté mon emploi d'enseignant, là, mon deuxième emploi d'enseignant, où là, je travaillais pour la commission scolaire ici à Québec. Et puis, et là, quand je suis devenu permanent pour l'Action catholique, là, j'étais conscient que
je m'en allais vers l'insécurité, dans le sens que j'acceptais de ne pas avoir un emploi régulier et stable pendant toute ma carrière, de ne pas avoir de fonds de pension. Mais j'étais convaincu que en travaillant pour la justice, je manquerais jamais du minimum. J'ai effectivement été sur le bien-être social pendant 1 an à peu près, là, dans toute cette carrière-là, mais j'ai toujours réussi effectivement à trouver un emploi, à changer d'emploi, mais c'était tout le temps un engagement qui m'amenait à un autre engagement. Là. Tu me demandais, Sébastien, comment on fait pour choisir? Il y a à la fois, je dirais, une sorte de hasard, être à la bonne place au bon moment, mais aussi à la fois un résultat d'une conscience, d'une analyse qui fait que je savais que, par exemple, l'Action catholique m'a amené à m'engager dans le journalisme, où là, c'est d'où l'existence de Radio Basseville. On a créé Radio Basseville parce qu'on était choqués de voir comment les médias traitaient d'une manière condescendante, et quand ils en parlaient, ils n'en parlaient pas souvent, de tous les mouvements d'action populaire, tous les groupes populaires qui travaillaient pour la justice dans la Basseville principalement, comment les médias étaient pas intéressés à ça. Alors, on s'est dit, on va créer, nous, notre radio, qui va au moins lancer ces messages-là, qui va contacter la population. Tu sais, alors après ça m'a conduit au mouvement coopératif. J'ai découvert, pour créer mon emploi, moi, j'ai créé une coop de travail avec des amis dans le domaine du journalisme. Et ça, quand j'ai découvert le mouvement coopératif, ben là, j'ai découvert un monde incroyable où là, c'était l'action collective qui pouvait changer les choses. Donc, sortir des immeubles du marché spéculatif dans l'habitation, amener les cultivateurs à avoir accès à une mise en marché de leurs produits parce qu'ils se mettent ensemble. Nous, c'était des coops de travail. C'était donc les travailleurs possèdent l'entreprise en coopérative qui les engage et donc prennent les décisions quel salaire on se paye. C'est toute une décision à prendre, ça, en groupe. Là. Et puis là, pour prendre cette décision-là, il faut savoir, l'entreprise, là, comment va-t-elle? Alors, c'est toute une éducation. C'est fascinant. C'est vraiment comme la gestion collective. Puis il y a quelque chose, je sais que vous mentionnez la fondation de CKIA, Radio Basseville, qui vient de fêter ses 40 ans. Et Gilles Simard, il a écrit dans le Droit de la parole un article sur cette époque. Et une chose qui ressort, c'est que ça avait l'air tellement de fun. Que ces affaires de se mettre en gang, de se mettre avec des amis qui ont les mêmes intérêts, le même drive, c'est du plaisir. Ouais. Mais ça me fait penser que moi, je travaille pour le revenu de base, mais maintenant je suis dans un réseau au Québec et puis au Canada, à travers le Canada anglais aussi. Et puis ailleurs au monde, avec les gens du Mouvement français pour un revenu de base, on a du fun. Dans nos rencontres, souvent, il y a une partie là, où on rit, on fait des farces et tout ça. C'est jamais tendu, c'est toujours relaxé. Et puis, en tout cas, c'est plaisant. On n'est pas là pour s'emmerder, on est là pour avoir du fun. Puis, tout en travaillant très sérieusement. Avec des stratégies, avec des actions précises. Vraiment, c'est une sorte de guérilla, là, en quelque sorte. Le squat aussi, ça a dû être le fun, je pense. Les squats, c'était le fun aussi. Oui, bien sûr. C'était la coop, donc la garderie coopérative. Il y a une espèce d'esprit, bien sûr, là, dans ce type d'organisation-là, que je comprends très bien avec les coops de travail. J'étais en contact avec des gens qui étaient dans les coops de travail aussi, là. Même si j'ai jamais été là-dedans, moi, personnellement. Oui, ça faisait partie de la culture dans laquelle on baignait à ce moment-là, tout simplement, et qui nous faisait faire ce qu'on faisait. Alors, je dois te remercier d'avoir été engagé dans cette coop, la garderie coopérative. Ça a participé à maintenir le... oui, ça a participé à ce dont je profite aujourd'hui. Alors, merci, Luc.
On l'oublie souvent, hein, que des fois, on prend des choses pour acquis aussi, mais qui sont souvent le fruit de luttes passées. Tout à fait. Et justement, le mouvement coopératif, Sébastien, toi aussi, t'es impliqué là-dedans. Puis c'est ça, l'idée derrière ça, c'est qu'on sort des édifices de la spéculation, du marché. Et c'est pas nécessairement, oui, nous, on profite de ça, mais dans un sens, on paye les hypothèques des futurs locataires, des futurs résidents de ces immeubles. Donc, c'est vraiment, c'est comme une philosophie de payer ça, comment le dire, comme au prochain. Payer... donner au suivant. Donner au suivant, oui, exact. Parfois, ouais. Pour les générations futures, certainement. Ouais.